Bonsoir, mon intervention n'était pas prévue, mais il se trouve que dans le numéro de cette semaine du Tableau des Côtes d'Armor, il y a eu un article consacré à l'hôtel du Breil de Pontbriand à Dinan. Alors pour vous situer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je ne suis Pontbriand que par alliance. J'ai épousé Yolande de Montcuy, elle-même fille de Marie-Thérèse de Pontbriand de Monterfil, branche de la Cônelay. Dans le Petit Bleu des Côtes d'Armor de cette semaine, en date du 28 juin, il y a un article intitulé « Le patrimoine décrypté, l'hôtel du Breil de Pontbriand à Dinan ». Alors cet hôtel du Breil de Pontbriand a été construit par le comte Joseph Victor, donc notre ascendant à tous, et il est situé au numéro 6 de la rue de la Lainerie à Dinan. Il occupe de ce fait-là un emplacement privilégié, proche de la place des Cordeliers et de la rue du Gersual. Alors, suit une description de l'hôtel en lui-même, sa façade, ses différentes ouvertures, et les précisions concernant sa construction qui date de 1774, avec sur le fronton la devise de la famille, Spes meus Deus, mon espoir est en Dieu, ce qui ne correspond pas tout à fait à l'autre devise des Pontbriand, beaucoup plus connue, des pèlerins super beaux, cette parcérée, je ne sais pas quoi, sur le subjectif. Alors ce bâtiment a le mérite d'être une pure construction du XVIIIe siècle, avec une architecture, disons, très homogène et à la fois très symétrique, avec des balcons en maçonnerie, en ferronnerie, pardon, style Louis XV, et une porte en bois ornée de bas-reliefs, avec armoirie au-dessus de l'entrée. C'est un bel exemple d'architecture du XVIIe siècle, et il fait partie des 5 hôtels particuliers construits à Dinan entre 1720 et 1777. Voilà. C'est un clin d'œil de l'histoire, mais ça a le mérite d'être tout à fait récent, puisque ça a apparu dans le Petit Bleu des Côtes d'Armor de cette semaine. Voilà. Je passe la parole à Henri Paul, qui me l'avait déjà passé. Oui, avant de commencer à parler des Pontbriand du Canada, je voudrais vous lire un petit mot qu'avait prévu de vous lire notre cousin Augustin, qui doit être le 12e comte de Pontbriand. Ce petit mot était remis à notre grand-père par Louis-Édouard du Breil de Chalonges, qui est décédé, je crois, en 1919, lorsqu'il lui a remis le crucifix dont la photo est sur le livre de messe. Et il est dit, ce crucifix, qui contient une parcelle de la vraie croix, est depuis un temps immémorial dans la famille du Breil, et se transmet d'aîné à aîné dans la branche aînée. Dépositaire de cette relique, moi, Louis-Édouard Henri du Breil du Chalonges, comte de Landal, aîné de la branche aînée, je le lègue à l'aîné de la branche aînée qui succédera à la mienne et qui ne doit pas sortir de la famille du Breil, ainsi qu'il en a été jusqu'à présent dans les mêmes conditions. Signé Louis du Breil de Chalonges, comte de Landal, à Rennes, le 14 avril 1908. Voilà, vous avez un peu l'histoire de ce crucifix qui, hélas, n'est pas là, qui contient cette relique de la vraie croix et dont on dit qu'il a été remis, en fait, non pas le crucifix, mais la relique de la partie de la parcelle de la vraie croix a été donnée par Saint-Louis à notre ancêtre Guillaume du Breil. Alors, ces précisions faites, je voudrais peut-être donner la parole à Stanislas, qui a des choses à dire en ce qui concerne les Pontbriand au Canada. Puisque, à part l'évêque, il n'y a pas eu de Pontbriand au Canada. Il y a des gens qui s'appellent Pontbriand, sans particules, qui n'ont rien à voir avec notre famille.
Certains ont pris le nom de Dubreuil de Pontbriand, mais pour moi, ils ne sont pas du tout de notre famille. Il n'y a pas de lien, de filiation avec eux. Non, je savais qu'à la dernière minute, qu'Henri Paul devait parler des Pontbriand au Canada, c'est un sujet que je connaissais bien et je m'étais promis de le reprendre s'il le fallait. Alors j'ai résumé tous mes travaux pour que je parle 2 minutes, pas plus. Plus près de ma bouche. Bon, je lis comme ça, je ne me tromperai pas. Il y a 10 ans, les Pontbriand de sexe masculin au Canada étaient plus de 7000 et près de 1000 aux États-Unis. Ils descendent tous de Jean-Baptiste Briand, dit sans regret cordonnier de son État, arrivé dans le pays en 1716. Marié en 1722, il eut 10 enfants, dont 2 fils, tous deux prénommés Jean-Baptiste Briand, bien sûr, et dit sans regret, et dit Pontbriand. Le premier est né en 1724, 200 ans avant moi. On m'a vieilli un petit peu, la chapelle. Le premier est né en 1724, date que l'on peut considérer comme celle de l'apparition du nom Pontbriand au Canada. Et de génération en génération, les Briand furent dits Pontbriand et certains sans regret. C'est au début des années 1800 que le nom Briand disparut complètement sans que l'on sache pourquoi, pour céder la place à celui de Pontbriand, sans particules et avec un D. Mais pourquoi avoir pris ce nom? Trop de temps, près de 200 ans, s'était écoulé depuis la venue de Jacques Cartier et de Claude de Pontbriand pour qu'il y ait un rapport quelconque dans ce choix. Aucun rapport non plus avec Monseigneur de Pontbriand, venu au Canada en 1741. Et à ce propos, je reprendrai Patrick Delon en lui disant que les cendres de Monseigneur de Pontbriand ont été transférées du petit séminaire de Montréal à la crypte de la cathédrale de Québec vers 1970. Jean-Baptiste l'ancêtre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était donc arrivé en 1716. Il était originaire de Langoumois, de Nanteuil-en-Vallée exactement, petite bourgade qui se trouvait sur les terres du seigneur de la Villate, qui n'était autre qu'un Pontbriand. Et de là à penser qu'en 1725, le Jean-Baptiste Briand, le modeste cordonnier, était tenté par nostalgie, par orgueil peut-être, d'appeler son fils Pontbriand. Passer de Briand à Pontbriand, c'était une belle allitération. Bravo. Eh bien, merci beaucoup, Stanislas. Grâce à toi, nous en savons un peu plus sur ces Pontbriand. Ceci dit, bon, il y en a qui sont des individus assez intéressants, puisque le nom de l'un d'entre eux figure sur le monument aux morts de Sainte-Mère-Église. Alors, concernant les Pontbriand, non pas les Pontbriand, mais les Dubreuil, l'homme célèbre dans la famille, c'est Olivier et Roland Dubreuil de Ray, qui ont participé au voyage au Canada avec Jacques Cartier. Olivier Dubreuil de Ray est mort vers 1550. Il était seigneur de la ville Manuel et il a épousé Madeleine de Bécassou, fille de Jean et François de la Boissière. Il possédait les Vinets sur la commune de Plancoët, ce que certains d'entre vous doivent connaître, puisque c'est occupé aujourd'hui par les Bouans, et c'est donc des descendants dans la branche de Toussaint. Ils ne sont pas là aujourd'hui, pour des problèmes de santé. Bon, donc en 1545, il récupère les Vinets, Olivier Dubreuil. Il va participer à 2 voyages de Jacques Cartier. Le premier voyage de 1534, commandité par François Ier. François Ier se méfie un peu des Malouins, et donc il a prévu des capitaines qui sont dévoués
au roi. Il prend essentiellement un Dubreuil de Ré, et un Pontbriand, qui s'appelle Claude de Pontbriand, dit Montréal, mais qui n'est pas un Pontbriand, qui est un vrai Pontbriand, mais qui n'est pas un Dubreuil de Pontbriand. Ça risque de vous choquer probablement que je dise que c'est un vrai Pontbriand, mais c'est eux qui sont les Pontbriand, qui viennent du Pontbriand en Saint-Lunaire, dont il y a un Colin de Pontbriand qui est enterré dans l'église de Saint-Lunaire. Ça, c'est la branche Pontbriand, celle qu'on va retrouver après. Un sera à Échanson de Louis XI, l'autre sera à Chambord. Il y en a un certain nombre qui sont enterrés dans la chapelle de Notre-Dame de Cléry. Ça, c'est la famille Pontbriand, dont une des branches deviendra la branche Foucault-Pontbriand, dont on a parlé tout à l'heure. Mais nous sommes Dubreuil de Pontbriand. Que les choses soient bien claires dans l'esprit de tout le monde. Donc les voyages ont lieu en 1534, le premier, et le second en 1541. Alors, en 1541, il y a 3 bateaux, la Grande Hermine, la Petite Hermine et le galion L'Émerillon. Dans la généalogie du Dubreuil par Duchesne, il écrit ce qui suit. Olivier Dubreuil est mort au voyage au Canada où il est allé avec Jacques Cartier, capitaine ayant la charge de la conduite des navires du roi François Ier. Il est parti le 7 septembre 1542. Duchesne relate les cérémonies auxquelles la nouvelle de son décès donne lieu à Saint-Malo. Olivier Dubreuil mourut au Canada, dit de Dauzier, où il commandait les vaisseaux du roi François Ier en 1542. Sa veuve eut la tutelle de son fils Julien le 14 mai 1552. Donc là, il n'y a pas de postérité Pontbriand. Ailleurs, cette conséquence de la mort d'Olivier, le roi perdit le chef de ses navires en Nouvelle-France, qui était donc cet Olivier Dubreuil, et autres gentilshommes qui abandonnèrent leur domaine, leurs intérêts, pour s'embarquer sur de modestes navires, avec des rudes bretons, pour courir la grande aventure, d'où les chances de retour étaient problématiques. Nul ne pourrait, sans avoir fait son testament, nous disons qu'ils étaient des hommes d'honneur, servir le roi jusqu'au bout. Oscar de Poly, juge d'armes sous Napoléon III, formule cet avis concernant la famille Dubreuil, rôle essentiellement militaire et politique, invariablement tenu, sans une seule erreur ni défaillance. Voilà. Mais voilà à peu près ce que je peux vous dire sur les Pontbriand au Canada, puisque Patrick a très bien parlé de Monseigneur de Pontbriand. Peut-être une petite précision, si vous allez sur Internet, vous pouvez accéder au dictionnaire généalogique de l'Université de Toronto, où il y a un très long article, très bien fait, sur Monseigneur Dubreuil de Pontbriand, Henri. Et là, il donne vraiment sa vie, toutes les réformes qu'il a faites dans ce diocèse qui était difficile. Il avait été accusé à certains moments de ne pas être assez opposé aux Anglais. Cela dit, je crois qu'il a voulu que soit protégé surtout les intérêts de l'Église et que l'Église dure au-delà de ce qui lui apparaissait comme inéluctable. Il faut se souvenir que les Français au Canada en 1760 sont à peu près 60 000. Je dis Canada et ça comprend le nord des États-Unis. Les Anglais sont pratiquement 2 millions. Donc il est inévitable que ça se traduira par une défaite. Le souci de Monseigneur de Pontbriand, c'est de maintenir l'Église et l'intérêt de l'Église. Mais jamais il n'a trahi la confiance que le roi lui avait faite. Bon, ces précisions vous disent. À moins que Patrick ait quelque chose à ajouter. Voilà, donc vous en savez autant que moi maintenant sur les Pontbriand au Canada.